Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de revoir l'examen mardi de la proposition de loi consacrée aux violences conjugales. Vous avez entendu parler de ce texte car au détour d'un amendement, les sénateurs ont débattu de l'accès aux sites pornographiques. En effet, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement qui impose aux sites pornographiques de mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients. Il faut le savoir, Emmanuel Macron avait proposé d'encadrer davantage ces sites pornographiques. C'était en novembre dernier. Il l'avait dit devant l'UNESCO et donc les sénateurs l'ont pris au mot. Et avec l'accord du gouvernement, ont adopté cet amendement qui obligera les sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients. Direction l'hémicycle pour suivre cette séance préparée aujourd'hui pour Public Sénat par Louis Mollier-Sabet et Mathilde Noutarelli. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, chère Marlène Schiappa. Vous savez, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, notre volonté de lutter efficacement contre les violences conjugales. Dès le 9 mai 2019, j'ai pu adresser aux procureurs généraux par circulaire une instruction leur demandant de déployer l'ensemble de notre arsenal répressif afin de faire preuve de la plus grande fermeté à l'égard des auteurs, mais aussi de mieux protéger les victimes, par exemple en utilisant largement les téléphones grave danger. De 300 appareils distribués en février 2019, nous sommes ainsi passés à plus de 1000 aujourd'hui. Cette volonté portée par l'ensemble du gouvernement, s'est exprimée tout au long de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Au-delà des dispositifs de signalement spécifiquement organisés par mes collègues ou de la création d'une plateforme d'hébergement et de suivi des conjoints violents, j'ai pu prendre diverses mesures. J'ai ainsi tenu à ce que les violences conjugales demeurent un contentieux prioritaire, effectivement traité par les juridictions pendant la période de confinement. L'ordonnance de protection a donc figuré parmi les procédures d'urgence qui étaient inscrites dans les plans de continuation d'activité des tribunaux avec, selon un schéma de procédure fixé par circulaire, un traitement des nouvelles demandes dans un délai de 6 jours conformément à la loi du 28 décembre 2019. J'ai par ailleurs veillé à faciliter les démarches des victimes de violences conjugales en prolongeant toutes les ordonnances de protection dont le terme était prévu entre le 12 mars et la fin de l'état d'urgence sanitaire augmenté d'1 mois, afin de tenir compte du ralentissement de l'activité des juridictions. Ainsi, la loi du 11 mai 2020 ayant prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, une ordonnance de protection qui, par exemple, devait s'achever le 1er avril 2020, continuera à s'appliquer jusqu'au 10 octobre 2020. Je connais aussi, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, l'engagement qui est le vôtre dans cette lutte contre les violences commises au sein du couple. Ces enjeux concernent la France tout entière et notre société tout entière. Cette volonté d'agir contre les violences au sein de la famille s'est traduite donc particulièrement dans la loi du 28 décembre 2019 à laquelle je faisais référence il y a quelques minutes, que vous avez adoptée. Ce texte marque un pas important dans ce combat, car il renforce les moyens de lutte contre ces violences en améliorant le traitement des requêtes en ordonnance de protection, en favorisant l'aménagement de l'autorité parentale en présence d'un crime conjugal, notamment en instituant la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale d'un parent poursuivi ou condamné pour crime commis sur la personne de l'autre parent, en permettant également le déploiement du bracelet anti-rapprochement et en étendant le champ d'application du téléphone grave danger. J'ai tenu à présenter l'ensemble de ces dispositions, pour la plupart d'application immédiate, dans une circulaire le 28 janvier 2020 aux magistrats. Cette circulaire comporte des instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales, impulsés et pilotés par ma collègue Marlène Schiappa. Elles sont relatives, ces mesures, à l'accompagnement des victimes, au suivi des auteurs et à l'organisation des juridictions en faveur d'une filière d'urgence dédiée au traitement des violences conjugales.
La loi de décembre 2019 met spécifiquement l'accent sur les ordonnances de protection et sur les nouvelles mesures qui peuvent être prononcées dans ce cadre. On peut citer l'interdiction de se rendre dans certains lieux où se trouve de façon habituelle la victime, la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur et la possibilité pour celui-ci de suivre le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Ces nouvelles mesures ont été favorablement accueillies dans les juridictions qui se mobilisent pour construire sur ce sujet des projets de juridiction. Les services du ministère de la Justice se sont également mobilisés pour formaliser la nouvelle procédure de délivrance des ordonnances de protection afin de permettre aux juridictions de statuer dans le délai de 6 jours souhaité par le législateur. Le décret portant application des articles 2 et 4 de la loi du 28 décembre 2019 a ainsi été publié le 28 mai dernier. Ce décret supprime la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception qui manifestement était devenue incompatible avec le délai de 6 jours. Il unifie également les modalités de saisine du juge au profit de la requête signifiée. Le décret précise les conditions procédurales nécessaires au respect du délai de 6 jours, tout en garantissant une procédure contradictoire, fondement de notre procédure civile. Je sais que d'aucuns trouvent ces procédures trop strictes, mais c'est un décret qui tente à garantir la mise en œuvre des engagements du gouvernement et la volonté du législateur. Des échanges sont actuellement en cours afin de faciliter l'accès aux huissiers pour assurer leur signification dans les délais requis. Mes services travaillent en outre à un possible doublement du délai de signification. Dès demain, une rencontre avec des professionnels va nous permettre d'avancer positivement sur ce sujet. Le décret crée par ailleurs une passerelle entre la procédure d'urgence de l'ordonnance de protection et la procédure au fond relative à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Grâce à cette passerelle, le demandeur n'aura pas à former une nouvelle demande en justice en cas de rejet de sa demande d'ordonnance de protection et il pourra obtenir rapidement une décision au fond. Toujours trop peu délivrés, même si leur nombre est en augmentation constante, j'ai souhaité constituer un comité de suivi de l'ordonnance de protection dont j'ai confié la présidence à Ernestine Renet. Il pourra, ce comité, nous aiguiller sur les améliorations toujours possibles de nos pratiques. Mais notre engagement collectif va encore plus loin. De nombreuses propositions issues du Grenelle contre les violences conjugales organisé par le gouvernement ont été formulées. Elles sont toutes destinées à mieux prévenir et à mieux réprimer ces violences et certaines exigent des modifications de nature législative qui trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales dont nous allons discuter aujourd'hui. Nourries des réflexions et des concertations menées au sein des groupes de travail mis en place par Marlène dans le cadre du Grenelle, ces propositions par Madame la ministre Schiappa, ces propositions intègrent des notions indispensables à la bonne compréhension et au traitement adapté de ces violences, indignes de notre civilisation. Ainsi, le phénomène d'emprise, ce mécanisme qui place la victime sous la domination et la dépendance de son conjoint, est particulièrement pris en compte. Il permet de comprendre le silence des victimes et leur comportement craintif qui fait croire, à tort, à une acceptation de leur sort. C'est pourtant cette emprise qui les cloue auprès de leur bourreau et peut les entraîner vers la mort. La proposition de loi que vous examinez aujourd'hui modifie le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale en complétant la loi du 28 décembre 2019 sur des points importants en vue de renforcer davantage encore la protection effective des victimes de violences familiales, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. Au plan pénal, tout d'abord, la proposition de loi se concentre sur 3 axes majeurs. Premier axe, faciliter le signalement des violences conjugales. À cette fin,
dans les cas de violence d'une particulière gravité et qui démontrent la situation d'emprise de la victime, la proposition de loi donne la possibilité aux médecins ou aux autres professionnels de santé de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République, même s'ils n'ont pas réussi à obtenir l'accord de la victime. Je me réjouis que ces dispositions importantes aient reçu l'accord de votre rapporteur et de votre commission des lois, qui les ont non seulement approuvées, mais également améliorées. Les modifications apportées au texte à l'initiative de votre rapporteur, dont je souligne ici la qualité du travail, mettent en effet très utilement en évidence que le médecin appréciera en conscience s'il doit ou non procéder à un signalement. Ces modifications clarifient également la notion d'emprise pour que le médecin puisse plus aisément apprécier si un signalement est ou non justifié. Deuxième axe, au plan pénal, il s'agit d'améliorer les procédures pénales concernant ces infractions. Dans ce cadre, il est prévu l'interdiction absolue du recours à la médiation pénale en cas de violence conjugale, ce qui répond à une demande ancienne et répétée des associations et se justifie par la situation d'emprise dans laquelle se trouvent le plus souvent les victimes. L'efficacité de la procédure est par ailleurs accrue en permettant au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner, en cas de violence conjugale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire et donc avant toute condamnation, la suspension du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, y compris en l'absence de violence directe à leur encontre. Dans le même esprit est renforcée la possibilité pour les enquêteurs de saisir des armes, notamment au cours d'une procédure pour violence au sein du couple, afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées par la personne mise en cause. Le troisième axe, au plan pénal toujours, vise à améliorer les incriminations et à renforcer la répression. Cela se traduit notamment par les points suivants. Sera réprimé de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Les comportements d'espionnage au sein du couple seront plus largement incriminés. La lutte contre l'exposition de mineurs à la pornographie, notamment sur des sites Internet, sera améliorée par la précision apportée à l'article 227-24 du Code pénal, selon laquelle le délit sera constitué, y compris si l'accès d'un mineur à des messages pornographiques résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins 18 ans. Enfin, le fait de donner mandat à une personne de commettre des crimes tels que le viol ou le délit d'agression sexuelle sur un mineur sera puni à titre autonome, y compris si le crime ou le délit n'a été ni commis ni tenté. Cela permettra notamment de poursuivre et de condamner des personnes qui visionnent sur Internet des sévices sexuels qu'ils ont commandités, commis sur des mineurs à l'étranger. Voilà pour le plan pénal. Au plan civil, la proposition de loi prend en compte les conséquences dévastatrices des violences commises au sein du couple à l'égard de la victime, mais aussi de la famille. 2 propositions sont faites en ce sens. Concernant l'obligation alimentaire, tout d'abord, en cas de violence conjugale grave, la loi exclut toute possibilité de voir les enfants, victimes indirectes, contraints à soutenir financièrement celui qui a été condamné. Comme proposé par votre commission des lois, ce sont l'ensemble des obligés alimentaires qu'il convient de protéger en cas de crime au sein de la famille. Ensuite, des propositions concernant l'indignité successorale. La lutte contre les violences au sein du couple et même plus largement au sein de la famille se poursuit sur le plan successoral. La proposition de loi engage une réflexion sur l'indignité successorale. Le conjoint n'est plus légitime à hériter lorsqu'il a commis des violences graves envers le défunt. Ainsi que vous l'avez également décidé, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, dans la loi du 28 décembre 2019, le port du bracelet anti-rapprochement, dispositif qui sera déployé à partir de septembre 2020, pourra être non seulement ordonné par un juge pénal, mais aussi prévu par un juge civil. À cet égard, je soutiens l'amendement porté par le groupe LaREM permettant d'assurer un suivi efficace de la personne à protéger lorsque le porteur de bracelet s'approche ou se maintient dans la zone dangereuse en violation de la décision civile d'ordonnance de protection. Je me félicite à nouveau du travail effectué par votre commission
qui a accepté les dispositions proposées en les complétant souvent utilement sur un certain nombre de points. Je partage également votre remarque sur l'organisation des débats. J'aurais moi aussi préféré un texte unique, mais le projet du député Aurélien Pradié est arrivé avant la fin du Grenelle, à un moment où de nombreux points faisaient encore l'objet de concertation. Parce que ce projet de loi permettait la mise en œuvre rapide de propositions qui faisaient déjà l'objet d'un consensus, le gouvernement et la majorité l'ont pleinement soutenu. Tout ce qui peut contribuer, en effet, à lutter contre les violences intrafamiliales que nous combattons en commun ne peut être que positif. Grâce à votre engagement et au travail du gouvernement, de premiers résultats se dessinent. Le nombre de demandes d'ordonnance de protection est passé de 3 300 en 2018 à 3 930 en 2019, soit une augmentation de plus de 21%, encore plus importante lorsqu'on relève qu'il n'y en avait que 2 975 en 2016. Il reste cependant beaucoup à faire encore. Plus significatif encore, probablement, même s'il convient d'être extrêmement prudent, on déplore à ce stade 36 homicides conjugaux en 2020 contre 150 sur l'ensemble de l'année 2019. Ce n'est évidemment pas une victoire et nous ne saurions en aucun cas nous satisfaire de ces chiffres toujours glaçants, mais cette diminution du nombre de faits constatés est sans doute un marqueur de la pertinence des dispositifs qui ne sont pas encore totalement déployés, mais que nous avons construits ensemble et mis en œuvre. Ces éléments, je le crois, donnent de l'espoir et renforcent notre volonté. C'est bien en ce sens qu'il faut continuer à travailler ensemble, et pour cela, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chère Nicole Belloubet, Madame la Sénatrice, chère Marie Mercier, Mesdames les Sénatrices et Messieurs les Sénateurs. Des professionnels, des associations, des familles se mobilisent de longue date contre les violences conjugales. Et heureusement, depuis quelques années, on observe que cette mobilisation va au-delà des sphères militantes qui, habituellement, luttent contre les violences conjugales. La société se réveille, enfin, médias, politiques, citoyens, et finit par rejeter massivement ces faits que l'on appelle enfin par leur nom les féminicides. C'est la raison pour laquelle, dès 2017, le président de la République a décidé de faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat et d'agir sur ces questions. Les associations de longue date étaient mobilisées pour demander au gouvernement d'organiser un Grenelle des violences conjugales. Et le gouvernement a considéré qu'il était temps de rassembler les personnes qui travaillaient jusque-là parfois séparément dans la lutte contre les violences conjugales. Les personnels soignants, la police, la gendarmerie, le monde de la justice, les associations, les familles de victimes. Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs participé à cette occasion au Grenelle des violences conjugales et se sont réunis à Matignon le 3-9-19, date choisie en référence à la ligne d'écoute du 39-19 pour mieux la faire connaître. Le Premier ministre Édouard Philippe a alors lancé un travail inédit à Matignon composé de 11 groupes de travail pour formuler des propositions sur des thématiques aussi variées que les violences intrafamiliales, l'éducation, la santé, la sphère professionnelle, les outre-mer, le handicap, l'accueil en commissariat et en gendarmerie, l'hébergement, la justice, les violences psychologiques et l'emprise et enfin les violences économiques. Et pendant 3 mois, ces groupes de travail se sont réunis et ont avancé ensemble pour trouver des solutions pour mieux protéger les femmes face aux violences conjugales, mieux prévenir ces violences conjugales, mieux sanctionner leurs auteurs et éviter que nous continuions simplement à battre le décompte des féminicides. Connu par 9% seulement de la population avant le Grenelle des violences conjugales, grâce à la mobilisation collective, le numéro du 3919 est désormais connu par plus de 65% de la population. Le 25 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé les mesures retenues par le gouvernement dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. L'ensemble des propositions restituées fin octobre par les responsables des groupes ont été alors reprises par le gouvernement. Et ce Grenelle des violences conjugales a donné lieu à plus d'une 50aine de mesures de politique publique.
Certaines ne relèvent pas de la loi directement, certaines relèvent de la loi et elles sont devenues ou deviendront réalité grâce aux 2 propositions de loi évoquées à l'instant par Nicole Belloubet. La première, vous la connaissez, vous l'avez débattue, elle a été adoptée à l'initiative du député Les Républicains Aurélien Pradié. Et la seconde, dont nous allons débattre, que vous avez travaillée et qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés La République En Marche, Bérengère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha. Comme nous le disions précédemment, cette mobilisation collective de la société civile, des experts, des préfets, des élus, a permis de travailler des mesures concrètes, dont certaines ont pris effet immédiatement pour agir contre les violences conjugales. Par exemple, avec Ernestine Ronay et avec les associations, nous avons mis en place une grille d'évaluation du danger que nous avons présentée avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Cette grille, elle s'accompagne d'une nouvelle formation, d'une durée de 120 heures en formation initiale pour les policiers et pour les gendarmes, afin que les femmes soient mieux accueillies encore dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Par ailleurs, l'écoute des victimes est primordiale et je voudrais remercier ici l'Ordre des médecins pour son engagement dans cette libération de l'écoute et tous les professionnels de santé, plus généralement, qui suspecteraient un danger immédiat pour leurs patientes, parce qu'avec les dispositions prévues dans cette proposition de loi, ils pourront désormais signaler mieux les violences conjugales subies par des victimes et parfois peut-être leur sauver la vie. On entend souvent dire qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. En réalité, lorsqu'on étudie sérieusement les chiffres et les dossiers, on s'aperçoit que le premier mode opératoire pour les féminicides en France, c'est l'arme à feu. C'est pourquoi il nous a semblé important de saisir ces armes. Cela n'évitera pas tous les féminicides, mais cela peut sans doute en empêcher, et alors il faut les empêcher. Grâce à cette action du Grenelle des violences conjugales, grâce à ces nouvelles dispositions législatives, les policiers, les gendarmes pourront désormais saisir les armes des auteurs de violences dès le dépôt de plainte pour empêcher ces féminicides. Comme l'a rappelé la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, dont je voudrais ici saluer l'engagement total contre les violences conjugales et pour protéger les femmes, nous œuvrons à déployer le nouveau dispositif des filières de l'urgence pour que les affaires de violences conjugales soient traitées plus rapidement et plus efficacement. Enfin, la société tout entière commence véritablement à prendre en compte la situation des enfants dans les cas de violences conjugales. Et avec le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui nous rejoindra, nous portons ces mesures de protection des enfants, notamment celles qui prévoient d'aménager l'exercice de l'autorité parentale. Et je sais à quel point elles vous tiennent à cœur, Madame la sénatrice, chère Marie Mercier. Ce texte vous propose également de décharger les descendants de leur obligation alimentaire envers le parent condamné, comme cela est demandé d'ailleurs depuis des années par différentes associations. Le terreau des violences conjugales, c'est un phénomène de domination d'un membre du couple sur l'autre. Et pour la première fois, il vous est proposé de faire entrer la notion d'emprise dans la loi. Je voudrais donc ici saluer notamment le travail et l'engagement de l'ex-avocate Yaël Mellul, qui a piloté ce groupe de travail et qui a œuvré pour faire en sorte que ce que l'on appelle, entre guillemets, le suicide forcé soit reconnu désormais comme une circonstance aggravante. Quand nous avons lancé le Grenelle des violences conjugales, certaines voix se sont élevées pour dire que l'État n'avait pas encore engagé de vraies politiques de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Avec la garde des Sceaux, nous avons écouté ces voix et nous avons décidé de travailler sur cette question. Nous avons donc décidé d'ouvrir d'ici la fin du quinquennat 2 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales par région. Nous avons d'ores et déjà lancé un appel à projet et plusieurs territoires y ont répondu. Nous souhaitons que dans chaque territoire, on puisse prendre en charge les auteurs de violences conjugales, comme ça se fait déjà à Arras, pour faire baisser la récidive. Parce que prendre en charge les auteurs, c'est diminuer la récidive et donc c'est in fine protéger les femmes face aux violences conjugales. Nous avons également, pendant le confinement, pris l'initiative de créer un numéro de téléphone avec la FNACAV, la Fédération nationale d'accompagnement des auteurs de violences conjugales, pour que les hommes qui se sentent avoir des accès de colère, qui sentent qu'ils ne peuvent pas gérer leurs accès de violence, puissent être écoutés, puissent être pris en charge et bénéficient d'un accompagnement psychologique. Je vous l'annonce d'ailleurs, cette ligne d'écoute est en train de passer la barre des 500 appels depuis sa mise en œuvre le 6 avril. Avec la garde des Sceaux, nous l'affirmons, l'éviction du conjoint violent est fondamentale. Et grâce à la mise en œuvre d'une plateforme d'hébergement spécifique avec le groupe SOS et en lien avec les parquets, les conjoints sont désormais éloignés en moins de 3 heures contre 48 heures auparavant. Et une centaine d'auteurs ont d'ores et déjà, depuis le début du confinement, été écartés du domicile grâce à cette mobilisation et ce partenariat. C'est notre priorité, mettre fin à la cohabitation entre l'agresseur et la victime, sortir l'homme violent du foyer
ou mettre à l'abri toutes les femmes qui en ont besoin. C'est pourquoi une charte a été signée le 27 novembre dernier entre les SIAO et le 3919 pour mieux coordonner les recherches d'hébergement dédiés et de nouvelles places ouvertes avec le Grenelle des violences conjugales. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ces quelques mesures phares du Grenelle des violences conjugales sont complétées par des dizaines d'autres qui font l'objet d'un suivi rigoureux et régulier dans leur application et dans leur déploiement. C'est à cet effet ce matin que j'ai réuni à Matignon les pilotes des 11 groupes de travail du Grenelle des violences conjugales qui poursuivent leurs efforts et je tiens à les en remercier et à saluer les efforts entrepris par l'ensemble des administrations dans la bonne réalisation des mesures en coordination avec l'ensemble des ministères concernés et le service des droits des femmes et de l'égalité. Grâce à leur implication, je voudrais partager avec vous qu'un tiers des mesures du Grenelle des violences conjugales est d'ores et déjà réalisé, un autre tiers est en cours de déploiement et le dernier tiers poursuit sa préparation, notamment en ce moment même ici avec vous, avant de pouvoir être déployé. Le confinement a été une épreuve collective qui est venue percuter l'histoire personnelle et familiale de chacun. Et vous le savez, il y a eu 5 fois plus de signalements de violences conjugales sur le portail arrêtonslesviolences.gouv.fr et 36% de signalements en plus auprès des forces de l'ordre. Nous nous sommes mobilisés et la magistrate Elisabeth Moiron-Braud nous remettra en juillet les résultats de sa mission sur l'évaluation de la prévalence des violences conjugales pendant le confinement. Nous notons d'ores et déjà que s'il y a eu davantage de signalements, il y aurait eu, je parle au conditionnel et avec prudence, mais il y aurait eu moins de féminicides qu'habituellement. Je voudrais également ici remercier les partenaires privés pour leur engagement auprès des associations, puisque des partenariats nous ont permis d'ouvrir 90 points d'écoute et d'orientation avec les associations pour les femmes victimes de violences conjugales. Je pense par exemple aussi notamment au centre d'entraînement du club de foot de l'OM, qui a été un exemple d'engagement pendant le confinement en mettant ses locaux et une partie de son personnel à disposition pour loger les femmes victimes de violences conjugales en partenariat avec les services de l'État. Vous le savez, le signalement par SMS au 114 a été rendu possible et nous avons créé un fonds d'urgence d'1 million d'euros afin de soutenir davantage les associations et de pouvoir également financer 20 000 nuitées pour les victimes de violences conjugales. Je voudrais pour finir saluer ici l'engagement des parlementaires de tous les bords pour mener à bien ces travaux. Lors de la tenue du Grenelle des violences conjugales, vous êtes nombreuses et nombreux sur ces bancs à avoir participé aux quelques 180 événements locaux qui se sont tenus partout en France et qui ont réuni plus de 4 500 personnes. Je voudrais particulièrement, si vous me le permettez, remercier les sénatrices et les sénateurs de la Commission des lois, Madame la sénatrice Marie Mercier et les sénatrices et les sénateurs de la délégation aux droits des femmes du Sénat pour les enrichissements qu'ils ont pu apporter au texte. Même si peut-être nous ne nous retrouverons pas sur tous les amendements de la Commission, je pense qu'il est heureux de constater qu'ensemble, nous poursuivons le même but, lutter contre les violences conjugales et ne rien laisser passer. Pour cela, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Marie Mercier, rapporteure de la Commission des lois. Vous avez 10 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Encore et toujours. Encore, me direz-vous, encore une loi sur les violences conjugales et toujours tant de violences. 36 femmes ont été tuées par le conjoint depuis le début de l'année. Aussi, quelques mois seulement après la promulgation de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, portée par le député Aurélien Pradié, le Sénat est saisi d'une proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales, présentée par 2 députés de la majorité, Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha. Ce nouveau texte a pour ambition d'inscrire dans la loi certaines préconisations du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 novembre dernier. Il comporte aussi des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences en général. Sur le plan de la méthode, la Commission regrette que 2 textes se soient ainsi succédés à quelques mois d'intervalle. L'examen d'un texte unique déposé après le Grenelle nous aurait permis d'avoir un débat plus cohérent, avec une vision globale de la politique de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Le calendrier qui nous a été imposé n'a pas non plus facilité notre travail. Nous avons été informés il y a juste 2 semaines que ce texte serait examiné aujourd'hui en séance publique, ce qui nous a laissé peu de temps pour achever notre cycle d'audition qui a été suspendu pendant la période de confinement. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu procéder à une véritable évaluation de l'impact de ce confinement sur les violences intrafamiliales, même si nous savons, mesdames les ministres, que vous nous avez parlé d'augmentation de 5 les signalements de violences conjugales. Nous n'avons pas pu apprécier non plus l'efficacité des dispositifs mis en place pour les combattre. Je sais que la délégation aux droits des femmes, je salue sa présidente, a cependant mené un travail de veille sur ce sujet au cours des 3 derniers mois, ce qui nous permettra de disposer bientôt de premiers éléments d'information
très pertinent. Sur le fond, la Commission accueille favorablement la plupart des mesures qui figurent dans cette PPL. Il nous semble toutefois que l'on approche un peu les limites de ce qu'il est possible de faire en matière législative, l'arsenal juridique étant déjà très étoffé. Beaucoup de dispositions du texte consistent en des ajustements, des clarifications, des précisions que nous n'avons pas de raison de rejeter, mais qui ne nous semblent pas non plus de nature à renforcer de manière significative la lutte contre les violences conjugales. Le texte propose tout d'abord d'interdire le recours à la médiation pénale et à la médiation familiale en cas de violence au sein du couple. Il parachève ainsi une évolution entamée il y a plusieurs années qui a déjà beaucoup restreint le recours à la médiation. Elle ne peut à l'évidence constituer une procédure adaptée en cas de violence au sein du couple en raison de l'inégalité entre l'agresseur et sa victime. Plusieurs articles visent ensuite à alourdir les peines encourues ou à créer de nouvelles infractions. Des circonstances aggravantes sont introduites pour certains délits quand les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. Le délit de harcèlement du conjoint serait puni plus sévèrement lorsque le harcèlement conduit au suicide de la victime, ce qui n'est pas rare. Il est également prévu de compléter le code pénal pour sanctionner au titre des atteintes à la vie privée le fait de géolocaliser un individu sans son consentement. Ces sanctions pénales seraient complétées par ce qui s'apparente à de nouvelles formes de sanctions civiles. Une disposition porte ainsi sur la décharge de l'obligation alimentaire. Elle répond à une demande forte des associations qui veulent éviter que les enfants dont par exemple le père a tué la mère soient contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier. La Commission en a cependant revu la rédaction, craignant qu'une décharge automatique pose un problème sur le plan constitutionnel, et elle a proposé que ce soit le juge pénal qui statue sur cette question dès l'étape de la condamnation. Le texte prévoit également que le juge pourra déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences ou un viol sur son conjoint. Sur ce point, la Commission a élargi la liste des infractions permettant de prononcer l'indignité successorale. D'autres dispositions du texte s'inscrivent davantage dans une démarche de prévention. Je citerai la possibilité donnée au juge pénal, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur, ou encore l'inscription d'un plus grand nombre de personnes dans le FIJES, l'objectif étant d'éviter que ces personnes ne soient embauchées pour des postes où elles seraient placées au contact des mineurs. Certaines mesures longuement débattues au cours du Grenelle se révèlent d'une portée plus limitée. Il en est ainsi de l'article 9 sur la saisie des armes que peut posséder le conjoint violent. La saisie est déjà autorisée et pratiquée au cours des enquêtes et la PPL vise seulement rendre plus lisible le cadre juridique applicable. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Même remarque concernant la possibilité de déroger au secret médical pour signaler des faits de violence conjugale, même en l'absence d'accord de la victime. Un examen attentif montre que cette dérogation vise des hypothèses très restrictives. Il faut à la fois un danger immédiat pour la victime et l'emprise. Nous y reviendrons lors des débats, pour lesquels il est déjà admis que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical au nom de l'obligation de porter secours à une personne en péril. L'ajout qui nous est proposé poursuit donc surtout un but pédagogique à destination des professionnels de santé. Il cherche à attirer leur attention sur la situation des femmes victimes de violences conjugales, au risque cependant de rendre plus complexes des exceptions secrets professionnels qui ne sont toujours pas lisibles. J'en arrive à l'article 11 sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques qui a pour objet de codifier une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation et qui ne modifie donc pas l'état du droit en vigueur. La question du contrôle effectif de l'accès des mineurs à ces sites constitue pourtant un problème majeur. Il n'est pas rare aujourd'hui que les mineurs aient accès à ces contenus pornographiques dès le collège lorsque les parents leur confient leur premier smartphone. Ça me faisait penser à Flaubert qui écrit à Louise Collet le 8 octobre 1852. Il lui écrit « Plus l'humanité se perfectionne et plus l'homme se dégrade ». Il avait déjà bien raison. On ne peut donc que s'inquiéter des conséquences que l'exposition précoce à ces images peut entraîner sur leur développement psychologique et affectif et sur les relations entre garçons et filles. J'étais donc peu satisfaite du manque d'ambition de la proposition de loi sur ce sujet, mais le court délai dont nous avons disposé pour l'étudier ne m'avait pas permis d'approfondir cette question avant son examen en commission. Donc, suivant une démarche un peu inhabituelle, et je m'en excuse auprès de mes collègues de la commission des lois, j'ai procédé à quelques auditions complémentaires au cours de cette dernière semaine afin de pouvoir proposer au Sénat un dispositif réellement à la hauteur des enjeux. M'inspirant d'une mesure en vigueur depuis 10 ans relative aux jeux en ligne, je vous propose de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rôle de régulation en lui donnant le pouvoir de saisir la justice pour qu'elle ordonne le blocage de l'accès aux sites qui ne prendrait aucune mesure effective pour contrôler l'âge de ceux qui consultent leur contenu. Je crois que seul le recours à des mesures réellement dissuasives est susceptible d'inciter les éditeurs de ces sites à agir.
En proposant cet amendement, je m'inscris dans la perspective tracée par le président de la République dans son discours devant l'UNESCO le 20 novembre dernier. Il avait alors donné 6 mois aux acteurs concernés pour trouver des solutions sur une base volontaire, sans quoi le président a estimé qu'il serait nécessaire de légiférer. 6 mois plus tard, le dossier n'a pas vraiment avancé et le gouvernement n'a pas encore dévoilé ses intentions. Il est donc nécessaire que la représentation nationale s'en saisisse et c'est ce que nous allons faire. J'en termine en évoquant quelques mesures qui débordent le strict cadre de la lutte contre les violences conjugales. Nous n'avons pas été convaincus par la mesure envisagée concernant l'accès provisoire à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence qui nous a paru présenter plus d'inconvénients que d'avantages, mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la discussion des amendements. La Commission a en revanche approuvé les dispositions relatives au droit pour les victimes de violences de se voir remettre un certificat médical, de même que celle qui ouvre la possibilité de prononcer certaines interdictions en complément d'une peine d'emprisonnement ou encore la création de nouvelles infractions pour mieux sanctionner le comportement odieux qui consiste à commanditer depuis la France des crimes ou des délits commis à l'étranger afin de les visionner sur Internet. En conclusion, je voudrais souligner que nous avons certes besoin de bonnes lois pour lutter efficacement contre les violences commises contre les femmes ou contre les enfants, mais que nous avons aussi besoin d'une volonté politique implacable. Nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de sentir que c'est une priorité absolue d'éducation et de prévention. L'État doit soutenir tous ceux, policiers, gendarmes, magistrats, éducateurs, travailleurs sociaux, associations, qui œuvrent aux côtés des victimes, mais aussi aux côtés des auteurs, pour les aider à prendre conscience de leurs actes et prévenir la récidive. C'est à ce prix que nous pourrons faire vivre cet objectif qui nous rassemble et qui est au cœur de notre pacte républicain, la protection des plus fragiles. Protéger les femmes et les enfants, c'est accepter de changer les mentalités, c'est infléchir ce monde de violence. Nous devons être tous ensemble des guetteurs de violence. Je vous l'avais déjà dit, mais je veux le redire encore, la violence empêche de vivre, elle empêche tout simplement de vivre. Merci Madame la rapporteure. La parole est maintenant à Madame Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je tiens à remercier sincèrement Madame la rapporteure, chère Marie Mercier, ainsi que la Commission des lois pour leur travail. Il y a seulement 7 mois, nous débattions d'une proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Je m'interrogeais alors sur un calendrier contestable qui nous conduisait à débattre d'un texte alors que les conclusions du Grenelle de lutte contre les violences conjugales n'étaient pas connues. Je déplore vivement que la lutte contre les violences alimente l'inflation législative sans permettre un vrai débat parlementaire. Cet empilement de textes disparates n'a qu'un mérite relatif, celui de faire des violences un sujet régulier de l'agenda parlementaire, au risque parfois de voir sortir des décrets qui vont à l'encontre des objectifs poursuivis. Exemple, celui du 27 mai dernier, synonyme du recul des droits des victimes et contre lequel les avocats spécialisés s'élèvent à juste titre. Je me félicite que les dispositions de la proposition de loi mettent en œuvre des recommandations que la délégation aux droits des femmes porte parfois depuis longtemps, notamment la nécessité absolue d'interdire toute médiation pénale en cas de violence ou encore la remise en question de l'autorité parentale pour un conjoint violent qui, par définition, ne peut être un bon parent. Certaines dispositions auraient pu aboutir lors de la discussion de la loi promulguée en décembre 2019. Des amendements défendus dans notre hémicycle le permettaient. Écartés au Sénat, ils ont pourtant fait partie des annonces du gouvernement 3 semaines plus tard, lors des conclusions du Grenelle. En matière de violence conjugale, de nombreuses avancées auraient pu être franchies depuis longtemps, car les bonnes pratiques en la matière sont connues. Il est difficile de comprendre que sur les 88 homicides conjugaux analysés par le rapport de l'Inspection générale de la justice publié en octobre 2019, une seule victime ait bénéficié d'une ordonnance de protection. Difficile d'accepter que 41% de ces femmes aient signalé en vain au parquet et ou aux forces de l'ordre, avant d'être tuées, des violences ou menaces qu'elles subissaient. Difficile d'admettre que 7 de ces meurtres aient été commis malgré une interdiction d'entrer en contact avec la victime.
Difficile enfin de croire que 90% des femmes victimes de violences aient pu se déclarer satisfaites de l'accueil reçu dans les commissariats et gendarmeries, selon l'audit annoncé lors du Grenelle. Ce n'est absolument pas le constat fait par les experts entendus par la délégation. La discussion de cette proposition de loi intervient après plusieurs semaines de confinement qui ont rendu difficile la protection de femmes et d'enfants enfermés dans un foyer violent. Pendant ce confinement, notre délégation a centré son travail sur les violences. Parmi les lacunes pointées par les interlocuteurs de la délégation, citons l'insuffisante interaction entre la police, le parquet et le juge civil. Soulignons aussi la nécessité évoquée par Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai, d'encadrer plus strictement l'activité des procureurs en matière de lutte contre les violences et d'organiser pour les auteurs de violences un suivi psychologique dans la durée. Le principal enjeu est d'abord de permettre aux victimes que le confinement a tenu éloignées des institutions judiciaires de porter plainte. Elles ne doivent plus recevoir pour toute réponse une main courante inutile. Il est impératif de leur assurer un accueil adapté sur tout le territoire, en métropole comme dans les Outre-mer. Nous ne pouvons plus accepter que les chances d'une victime d'être crue et prise au sérieux dépendent de la sensibilisation aux violences conjugales du professionnel qui va les accueillir. La responsabilité de l'État pour faute lourde dans des affaires de violence conjugale, comme cela a été le cas à Grande-Synthe, se doit de demeurer une exception. Il y a urgence pour de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Le confinement n'est pas terminé. La réalité quotidienne des familles maintenues dans une terreur permanente par un conjoint ou un père violent ressemble à un confinement sans fin. La priorité pour nous est de gagner le combat contre les violences conjugales et de le gagner tous ensemble. Cette proposition de loi y contribuera-t-elle? Espérons-le. Dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie et dans chaque juridiction, toutes les victimes de violences doivent pouvoir rencontrer des professionnels acharnés à les protéger. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons gagner ce combat ensemble. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, je salue d'ailleurs nos collègues masculins qui participent à ces travaux, comme à chaque fois que nous traitons de ce thème très, très important. Nous sommes ici réunis pour un exercice un peu particulier. Et d'ailleurs, vos interventions, Mesdames les ministres, l'ont bien mis en lumière. Puisque nous débattons depuis, je crois, plusieurs mois, mais en tout cas, me concernant, je suis élue depuis 3 ans, c'est la 3e reprise, sur la question des violences conjugales. Alors, on peut, de manière très optimiste, comme vient de le faire Annick Billon, considérer que ça veut dire que le sujet préoccupe. En réalité, nous savons bien que cela veut dire que nous légiférons dans des conditions qui ne sont pas de meilleure qualité. La preuve étant que cette proposition de loi, dont la genèse est un petit peu particulière et dont l'examen au fond traduit la nécessité de réconforter la majorité En Marche, qui, après le Grenelle, avait été fort dépitée de constater que la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié était très innovante et avait réussi à rassembler sur des choses, sur des propositions originales, des majorités. Et donc, une proposition de loi fut déposée en catastrophe. À preuve, 2 articles ont dû disparaître puisque nous l'avions déjà voté. Et, Mesdames les ministres, vous avez dû tout à l'heure faire davantage le bilan de ce que vous avez fait que parler du texte lui-même. Alors, ce texte mérite ni excès d'indignité, ni excès d'honneur. Il améliore de manière assez marginale un certain nombre de sujets. Il reprend sur d'autres des amendements qu'avait présentés d'ailleurs le groupe socialiste, mais qui n'avaient pas eu l'heure de plaire. Et finalement, va permettre d'avancer encore un pas supplémentaire. Mais il est aussi l'occasion finalement de réparer une erreur. Nous avons découvert, comme les associations d'ailleurs, qu'un décret avait été pris par vous, Madame la garde des Sceaux, le 27 mai dernier, qui avait vocation ni plus ni moins que de rendre impossible pour la plaignante, ou plutôt pour la demandeuse, puisque nous sommes en matière civile, d'engager de manière réaliste la procédure pour ordonnance de protection.
Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir recours à un huissier, qu'il fallait notifier la date d'audience, qu'il fallait ensuite, en 24 heures, avoir à la fois notifié puis être retourné auprès du magistrat. J'ai été avocate pendant 17 ans. Trouver un huissier dans la journée est déjà un tour de force. Mais pouvoir, lorsqu'on est simple particulier, le trouver, obtenir qu'il fasse signifier une ordonnance et en faire retour devant le juge, je vous le dis, c'est impossible. Et c'est ce que les associations ont bien compris en expliquant que ce décret, dont je ne sais s'il est le fruit de l'incompétence ou du cynisme, a vidé totalement la possibilité de produire l'ordonnance de protection dont vous indiquez que vous y êtes attaché. Donc, nous avons, avec le groupe socialiste, présenté un amendement. Je suis heureuse d'avoir convaincu les collègues de la majorité du Sénat et nous allons pouvoir revenir sur ce point très problématique. Décret d'ailleurs dont je souligne qu'il avait mis 5 mois à paraître, c'est dire si le sujet était urgent pour la chancellerie. Donc au final, que dire? Que sur certains points, nous allons proposer des amendements évidemment complémentaires. Qui sait, peut-être convaincrons-nous cette fois sur la question de la résidence des enfants, sur la question du traitement du compagnon violent, mais aussi sur les rôles des magistrats et bien sûr sur la réception des plaignantes devant les services de police. Un grand absent que nous avons essayé de faire revenir par le biais d'une demande de rapport qui rencontre toujours un succès qui est quand même proche de zéro dans cet hémicycle, c'est la question des moyens. Parce que nous le savons, dans ce sujet, s'il n'y a pas formation, accompagnement des associations, aide juridictionnelle, nous le proposerons également, conséquente, de manière à ce que les femmes sachent, et la communication également, sachent qu'elles ont un arsenal à leur disposition, mais aussi un accompagnement possible qui permette de limiter la violence qu'elles subissent, nous n'obtiendrons rien. Et nous aurons finalement voté, pour la 3e fois en quelques mois, un texte qui n'aura pas fait progresser les choses et le sort des femmes n'aura pas été davantage protégé. Nous n'avons pas de retour à ce jour sur ce qui s'est passé pendant la période du confinement. J'ai tendance à penser que les chiffres qui sortent aujourd'hui, qui sont de toute façon dramatiques, effectivement, Madame la garde des Sceaux, je partage votre point de vue, nous ne pouvons pas nous réjouir qu'un chiffre diminue alors même qu'il existe toujours. Mais nous aurons, je pense, la nécessité d'un retour sur la période du confinement qui a dû être terrible pour un certain nombre de familles et y compris pour des enfants. Voilà pourquoi, au final, ce texte, nous le voterons sans doute, mais avec un enthousiasme assez relatif, étant donné sa portée fort limitée. Je vous remercie. Mesdames les ministres, mes chers collègues, 10 000. C'est le nombre d'appels qu'a reçu la plateforme 3919 durant le confinement. La preuve, s'il en fallait une encore, du danger que courent les femmes dans notre société. Nous étudions aujourd'hui, et cela a été dit maintes fois, le 3e texte en moins de 2 ans sur les violences faites aux femmes. C'est la preuve que le temps de lutter contre ce fléau est arrivé. C'est positif parce que cela complète utilement l'arsenal juridique dont nous disposons déjà, mais cela ne doit pas masquer que cet arsenal n'est pas toujours employé, du moins suffisamment employé, sur notre territoire. Il est donc temps de passer de la parole aux actes. Pour autant, cette proposition de loi apporte des améliorations et elle se fait l'écho du Grenelle sur les violences conjugales. Certes, et cela est dit également, certains des éléments de ce texte auraient pu être votés dès le passage de la proposition de loi Pradié. Certes, ce texte ne reprend pas l'ensemble des mesures du Grenelle. Il faudra sans doute un 4e texte. Mais cette proposition de loi apporte des améliorations. On y retrouve par exemple la saisie des armes des conjoints violents, l'évolution du secret médical ou encore la suspension du droit de visite en cas de suspicion de violence. L'auteur y a également traité, et c'est à saluer, des nouvelles formes de violence exercées via les nouvelles technologies. Ainsi, y trouve-t-on la pénalisation du cyberharcèlement entre conjoints ou encore celle de la géolocalisation non consentie. Et à propos d'informatique, je voudrais souligner l'évolution apportée par notre rapporteure Marie Mercier sur l'inscription au FIJES des individus condamnés pour consultation des contenus pédopornographiques. Nos travaux, lors de la mission d'information sur la pédocriminalité dans les institutions,
avait mis en évidence le trop peu de cas qui étaient faits de la consultation d'images pédopornographiques. Or, cette consultation est souvent le symptôme d'un mal bien plus profond. Et n'oublions pas que l'enfant violé sur une image ou dans un film est un véritable enfant, véritablement violé. Merci donc, Madame la rapporteure. Je salue également dans ce texte la rupture avec le dogme du lien sacré familial. Ce dogme a longtemps été le credo de juges aux affaires familiales. On ne sépare pas un enfant de ses parents. Comment peut-on penser qu'il soit nécessaire, pire, positif, de garder un lien entre le bourreau et sa victime? Je me réjouis donc de voir que l'obligation alimentaire ainsi que le droit de la succession puissent être écartés en cas de crime ou de délits intrafamiliaux. Ensuite, la notion d'emprise. Elle est maintenant reconnue. L'emprise, c'est une mare de mazout dans laquelle on se débat. On ne peut s'en sortir seul. Il faut l'intervention d'une personne extérieure pour vous sortir du magma dans lequel vous êtes englué, pour vous aider à nettoyer vos ailes et ensuite reprendre votre envol. L'emprise est malheureusement souvent la clé de compréhension des situations de violence répétées qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Enfin, autre apport de ce texte, la question du secret médical et la possibilité pour un médecin d'y déroger. Naturellement, cette dérogation est encadrée et la rapporteure apporte des nuances bienvenues dans la rédaction du texte. Pour autant, à titre personnel, je défendrai un amendement sur ce sujet car la notion retenue de danger immédiat pour la vie d'une victime me semble malvenue. En matière de violence conjugale, lorsqu'une victime fait face à un danger immédiat pour sa vie, il est déjà trop tard et elle se rend alors rarement chez son médecin de famille. C'est aux urgences qu'on la retrouve, dans le meilleur des cas. La notion de danger, tout simplement, me semble donc plus indiquée. Cette proposition apporte des améliorations, disais-je, mais j'y vois un bémol tout de même. La prévention, la détection, le suivi, l'évitement de la récidive, qu'en est-il? Pourtant, ces éléments sont indispensables si l'on veut éviter et non lutter contre les violences conjugales. Il est vrai que des mesures ont été prises dans ce sens récemment. Le changement de paradigme, par exemple, avec maintenant l'éloignement du conjoint violent et non plus de la femme et de ses enfants. La circulaire de Madame la garde des Sceaux également, rappelant que les enfants témoins de violences conjugales sont aussi des victimes et doivent être représentés à ce titre. Ou encore le numéro d'appel mis en place par la FNACAV pour les hommes violents. Je me permets de rappeler à cette occasion que lors de notre rapport sur la pédocriminalité dans les institutions, Marie Mercier, Michel Meunier et moi-même appelions de nos vœux un tel numéro pour les pédophiles pour éviter qu'ils ne deviennent pédocriminels. Il y a encore du travail donc, notamment, et là aussi cela a été dit, sur la formation des professionnels de santé, de l'éducation, de la police ou de la gendarmerie en matière de violence conjugale et de protection des mineurs. Une meilleure formation de ces acteurs permettrait de détecter le plus en amont possible ce poison. Une bonne formation des policiers et des gendarmes permettrait de mieux accueillir les victimes et de proscrire la main courante pour aller vers un dépôt de plainte systématique. Maintenant, je voudrais bien sûr évoquer les moyens, car la bonne intention n'est pas suffisante. Je prends l'exemple des stages pour les hommes violents, une excellente idée sur le papier, mais dans les faits, il y a tellement de peu de place et de psychologues qu'il faut attendre plusieurs mois pour en intégrer un, qui ne durera que quelques heures, au mieux quelques jours. Pensez-vous qu'un homme qui ne communique que par la violence soit guéri en 2 jours? Ne croyez-vous pas que les 6 mois d'attente pour être traité ne soient pas 6 mois d'enfer pour le conjoint violenté? Mais je pourrais parler aussi du manque criant de psychologues dans les commissariats ou les gendarmeries, du manque d'infirmières scolaires, de la baisse des aides aux associations. Bref, encore beaucoup de besoins à satisfaire. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que le chemin est long qu'il ne faut pas le prendre.
Vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera ce texte. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Laure Darcos pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales. Ce texte s'inscrit dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales ouvert par le gouvernement le 3 septembre dernier. Il se veut le complément de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille qui était issue de la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié. La loi du 28 décembre 2019 constitue, à n'en pas douter, une véritable avancée pour les victimes, avec la possibilité donnée aux juges d'ordonner la pose du bracelet anti-rapprochement, le recours élargi au téléphone grave danger ou encore le renforcement du dispositif de l'ordonnance de protection, désormais délivrée plus rapidement et plus protectrice pour les victimes. Il est par exemple d'une importance capitale que le conjoint violent puisse être évincé du domicile conjugal dans les plus brefs délais. Cette loi a par ailleurs prévu diverses mesures afin de faciliter le relogement des victimes de violences et il faut s'en réjouir car le logement constitue l'élément fondateur de toute reconstruction personnelle. Alors pourquoi ce nouveau texte ? Et pourquoi est-il déposé au Parlement avant même que la loi de 2019 ait démontré la pleine mesure de sa capacité à juguler les violences conjugales et à servir durablement ses victimes ? Encore faut-il qu'elle soit suivie d'effets de financement suffisants pour soutenir les associations et les dispositifs judiciaires comme le bracelet anti-rapprochement. Permettez-moi d'insister, la proposition de loi de Pradié était un texte pragmatique et apportant des solutions juridiques précises. Pour preuve, des dispositions concernant l'autorité parentale figurant initialement dans le texte qui nous est soumis, il ne reste pas grand-chose. La commission des lois de l'Assemblée nationale a dû se résoudre à constater que la législation en vigueur traitait cette question de manière adéquate. Depuis 2014, la juridiction de jugement a en effet l'obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale de l'auteur d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de l'autre parent. Il s'agit là d'une mesure de protection de l'enfant qui répond à la tragédie familiale qui l'affecte directement. Néanmoins, les décisions de retrait de l'autorité parentale sur le fondement d'infractions commises sur l'autre parent étaient jusqu'ici trop peu nombreuses, sans doute parce qu'une certaine idée prévalait selon laquelle l'intérêt de l'enfant résidait dans le maintien coûte que coûte des liens familiaux avec l'auteur des violences. L'apport de la loi du 28 décembre 2019 est ici intéressante à plus d'un titre. Celle-ci permet désormais aux juridictions civiles et pénales qui ont la faculté de prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale de prononcer alternativement le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, elle a prévu une suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale pour 6 mois afin de libérer l'enfant de la tutelle de l'auteur du crime dans l'attente d'une décision pérenne de l'institution judiciaire. Ces dispositions devraient rapidement faire preuve de leur efficacité à préserver l'intégrité physique et morale des enfants au regard d'une opinion publique tolérant de moins en moins les violences intrafamiliales et la persistance d'une certaine domination de la figure paternelle. Et ce sont justement les enfants, particulièrement vulnérables, qu'il nous faut sans relâche protéger des dérives des adultes. Notre délégation aux droits des femmes, dont je salue la vigilance constante sur tous ces sujets, a mené de nombreuses auditions sur le thème des violences intrafamiliales. Tous nos interlocuteurs ont attesté les conséquences souvent dramatiques de ces violences sur la construction identitaire des enfants. Les enfants sont d'autant plus fragilisés que les faits de violence sont répétés, s'aggravent et s'inscrivent dans un rapport de force asymétrique. Leur impact est variable selon le degré d'exposition à la violence conjugale, mais aussi selon l'âge de l'enfant et son sexe. Certains experts évoquent un syndrome de stress post-traumatique pouvant être accompagné d'effets négatifs affectant le développement de l'enfant ou ses conduites. Fonctionnement cognitif et émotionnel perturbé, santé dégradée, problèmes d'échec scolaire, démonstration d'agressivité et usage de la violence. À l'âge adulte, ces enfants exposés présentent un risque bien réel de reproduire les comportements violents dont ils ont été témoins. Toute politique publique doit donc chercher les solutions permettant de favoriser la résilience. C'est pourquoi la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales que nous examinons aujourd'hui me semble comporter une mesure importante au regard de cet objectif. La possibilité donnée au juge de suspendre le droit de visite et d'hébergement dont une personne placée sous contrôle judiciaire est titulaire. Cette possibilité n'était pas prévue par la loi 2019, le juge pouvant seulement prononcer à l'encontre de l'auteur des faits, dans le cadre du contrôle judiciaire, une interdiction de s'approcher de la victime et de paraître au domicile ou aux abords immédiats de celui-ci. L'exercice du droit de visite et d'hébergement est en effet un moment particulièrement redouté par les victimes de violences conjugales. Permettre aux juges d'instruction et aux juges des libertés et de la détention d'ordonner, à ce stade de la procédure pénale, la suspension du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants est une mesure indispensable complétant utilement le dispositif de protection des victimes. Je la soutiens donc totalement.
Permettez-moi toutefois, au terme de cette intervention, de former un vœu. Il est temps, me semble-t-il, de mettre un terme à cette inflation législative et de laisser l'ensemble des acteurs, et en particulier ceux de la chaîne pénale, se saisir des nouveaux outils à leur disposition pour combattre le fléau des violences conjugales. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain, et vous avez 5 minutes. Merci, 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure et Monsieur le Président de la Commission des lois. Je voudrais d'abord, en quelques mots, rendre hommage aux militantes féministes, à ces activistes, à ces femmes souvent raillées, moquées, caricaturées dans l'histoire de notre société, sans qui on ne parlerait probablement toujours pas des violences conjugales, où on considérerait toujours qu'il s'agit là d'une affaire privée et en aucun cas d'un sujet politique. Et il faut leur rendre hommage parce que nous n'en avons pas fini encore avec la compréhension collective et l'action publique contre les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et aux enfants. Et je voudrais dire d'abord, parce qu'il n'y a aucun suspense, que le groupe socialiste votera, je n'ose pas appeler ça une loi, j'ai envie de dire votera les articles. Ce sont des articles, ce n'est pas réellement une loi. Et cette manière de construire la loi, certes, elle est historique. La première loi sur les violences faites aux femmes doit dater de 92, je dirais, celle qui reconnaît le meurtre par conjoint comme une circonstance aggravante, qu'on peut compter comme première loi sur la prise en compte des violences intrafamiliales, des violences conjugales. Et quand on retrace l'histoire de la loi pour sanctionner et prévenir les violences faites aux femmes, on observe que ce n'est pas une loi, c'est une addition permanente de nouvelles lois, de nouveaux articles, glissés dans un texte, dans un autre, ce qui d'ailleurs en fait un édifice juridique qui est loin d'être parfait. Et on voit comment à chaque fois c'est le Parlement, souvent, ou une ministre qui a voulu insérer quelque chose de supplémentaire. Et malheureusement, la loi que nous votons aujourd'hui ne rompt pas avec ce mode de construction, et surtout, elle n'en finit pas. Il y aura encore d'autres lois par la suite pour prévenir et réprimer les violences faites aux femmes. Je voudrais pour ma part regretter deux choses. La première, c'est que ce mode de construction, il sépare, il segmente les différentes dimensions de la condition des femmes. Et nous aurions aimé, nous aurions voulu, puisqu'il y avait grande cause du quinquennat, donc un avantage, puisqu'il y a une mobilisation de la société comme il n'y en a jamais eu, à la fois liée à MeToo, mais surtout liée aussi aux médias qui, reconnaissons-le, ont fait un travail qu'ils n'avaient jamais fait auparavant pour porter sur la scène publique les violences faites aux femmes. Nous aurions aimé une grande loi contre les violences faites aux femmes, une grande loi qui ira englober à la fois les violences économiques, et ce n'est pas les progrès que vous avez faits sur sur l'ARIPA, l'Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, dont je déplore par ailleurs que vous ayez accepté que la mise en œuvre soit reportée de 6 mois, ce qui prouve que dans le confinement, les femmes ont beau être les premières victimes, elles sont aussi les victimes du confinement des administrations. Les violences économiques, les violences sexuelles, les droits sexuels et reproductifs, parce que lorsqu'on fait, comme vous l'avez fait pendant ces 2 mois, d'opposer un refus systématique d'un allongement de 2 semaines des délais d'IVG, on accroît les violences faites aux femmes. Ne pas pouvoir avorter est une violence faite aux femmes. Et cette violence-là, vous l'avez assumée, sûr de vous, au gouvernement. Et en même temps, vous venez régulièrement dans le Parlement avec des propositions de loi. Vous auriez pu aussi inclure une loi antisexiste, peut-être. Nous en aurions également bien besoin. Bref, une vraie loi permettant de transformer et de changer la condition des femmes, et ne comptant pas uniquement sur la société, sa mobilisation, mais comptant sur l'appui politique et l'appui des pouvoirs publics. Ce qui me fait dire que nous y reviendrons probablement, c'est que, en ce qui concerne la dimension extrêmement mortifère pour les femmes des violences post-séparation, elle n'est toujours pas suffisamment prise en compte. En fait, ce texte ne rompt pas avec une coutume de la chancellerie qui consiste à penser qu'il ne faut pas se mêler de l'office du juge. Et en fait, plus on laisse le juge libre, et en particulier dans la justice civile et dans la justice familiale, plus on multiplie les occasions
que la séparation soit une occasion de violence pour les femmes. Et là encore, nous aurons des amendements tout à l'heure qui viseront non pas à tenir la main du juge, mais simplement à indiquer quelles sont les matières que le juge doit traiter à chaque fois. Et puis, quelles sont les questions qu'il doit se poser avant de rendre son ordonnance. Pas simplement l'ordonnance de protection, mais aussi les ordonnances de divorce. Et probablement, vous nous répondrez qu'il faut laisser le juge libre. Or, le juge, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est un concept d'étudiant en droit, mais dans la vraie vie, il y a des quantités de juges et des femmes maltraitées par la justice civile. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole pour répondre aux oratrices et orateurs des différents groupes politiques. Merci Madame la Présidente. Je ne souhaite pas répondre à l'ensemble des orateurs que je remercie ici, tantôt des observations, tantôt même des propositions. J'ai notamment entendu ce qui était dit sur la formation des policiers, des magistrats, qui est déjà à l'œuvre avec beaucoup de volontarisme. Je voudrais simplement ici évoquer un point qu'a soulevé Madame la sénatrice de La Gontrie à propos du décret du 28 mai dernier, dont l'objet était d'assurer la mise en œuvre des ordonnances de protection dans le cadre qui a été voulu par la loi Pradié. Je vous rappelle que depuis la loi du 28 décembre dernier, vous avez décidé, et le gouvernement évidemment applique la loi, que ces ordonnances de protection devaient être délivrées dans un délai de 6 jours. Notre objectif premier, et vous le savez, Madame la sénatrice, c'est bien entendu de multiplier la délivrance des ordonnances de protection parce que nous considérons que c'est un outil qui peut être un outil juridique qui peut être extrêmement protecteur pour les femmes. Et donc, nous avons mis en place un texte pour assurer que ces ordonnances de protection puissent effectivement être délivrées dans les 6 jours de fixation de la date de l'audience. Et dans ces 6 journées-là, nous devons également assurer le respect du principe du contradictoire et donner la possibilité aux défendeurs de faire valoir ses droits. C'est la raison pour laquelle nous avons installé un délai qui est un délai de 24 heures qui a été donné pour informer le défendeur. Je suis très simple et très claire avec vous. Dès demain, la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes de mon ministère réunit des professionnels. Elle va également réunir les associations qui sont concernées et, comme je vous l'ai dit, je mets en place un comité de pilotage de suivi de l'ordonnance de protection. Je n'ai aucune difficulté à prendre en compte les suggestions qui pourraient m'être formulées, les rectifications qui apparaîtraient nécessaires et évidemment, si celles-ci semblent judicieuses dans le respect du principe du contradictoire, je rectifierai le texte rapidement et sans hésitation. Mon seul souci, c'est l'effectivité de la délivrance des ordonnances de protection. Cet amendement a vocation à revenir sur ce décret dont nous avons évoqué tout à l'heure les effets contre-productifs, décret qui a été pris par la chancellerie le 27 mai dernier en application d'une disposition de la loi du 28 décembre de l'année précédente. Comme vous le savez, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, lorsqu'une femme, je fais ça de manière un peu simple, je dis que c'est une femme. Lorsqu'une femme décide de faire la démarche de demander une ordonnance de protection, elle va voir un juge pour obtenir une date pour que cette demande soit examinée de manière contradictoire. Et lorsque le juge rend cette ordonnance qui fixe la date d'examen contradictoire, cette femme doit, dans les 24 heures, notifier cette ordonnance de date qui vaut convocation à son adversaire, en clair à la personne qui la maltraite, et ensuite ramener la preuve de cette notification au juge. Elle a 24 heures pour le faire, et si elle ne fait pas ça dans les 24 heures, la requête est caduque. Que se passe-t-il dans la réalité? Il faut donc qu'elle fasse appel à un huissier, puisqu'il y a 3 voies de notification dans le code. La première, c'est pas hiérarchique, mais c'est le recommander avec accusé de réception. Nous sommes dans un délai de 6 jours, évidemment, ce n'est pas possible. La deuxième, c'est la voie administrative, c'est-à-dire un officier de police ou un gendarme dépose la convocation, remet la convocation. La troisième, c'est l'huissier. L'huissier, il faut le trouver, il faut qu'il accepte, et ça coûte cher, et ensuite qu'il vous rende l'acte et que vous puissiez le porter. Bref, cette disposition prévue au décret lamine totalement toute possibilité de mener cette procédure
dans des délais qui lui permettent ensuite d'avoir une audience, puis l'ordonnance de protection dans les 6 jours. Donc, ce qui est proposé ici, c'est quelque chose que nous avions déjà proposé lors de la proposition Pradié. C'est que ce soit par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative. Donc, premièrement, ce n'est pas la demandeuse qui paye, enfin qui a les frais. Deuxièmement, c'est un officier de police ou un gendarme qui remet la convocation et nous résolvons ainsi la question du délai de 24 heures qui a évidemment ému beaucoup les associations de défense, les avocats, etc. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la garde des Sceaux, et je pense que du coup, vous allez être sensible à ma proposition puisque vous avez indiqué vous-même, et je vous crois, que votre souci, c'était qu'il y ait un recours massif, important aux ordonnances de protection. J'ai envie de dire quoi qu'il en coûte. Merci, merci, chers collègues. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission? C'est un avis favorable. Merci, Madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable, Madame la sénatrice, à votre proposition. Je vais vous l'expliquer. Défavorable, je disais oui, pour les raisons suivantes. D'abord, sur le premier point, je vous signale juste simplement que nous avons supprimé la lettre recommandée avec accusé de réception. Cela figure donc dans les textes. Ensuite, si nous pensons qu'il vaut mieux passer avec le concours des huissiers, c'est parce que nous avons, et je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons organisé au sein des tribunaux, pour répondre à l'exigence des 6 jours, nous avons organisé de manière très concrète ce que nous appelons les filières de l'urgence. Et je le disais tout à l'heure, demain encore, nous avons une réunion de travail qui va permettre à nouveau de modéliser, de travailler sur ce que sont ces filières de l'urgence. Et dans ce cadre-là, il va de soi que dès que le juge aura fixé la date de l'audience, alors les associations, les avocats, les huissiers qui sont disposés à organiser des permanences seront immédiatement présents pour assurer le relais de la mise en œuvre de la signification. Et c'est dans cette pratique-là, telle qu'elle est autorisée par la loi et qu'elle découle du décret, que nous estimons utile de proposer le rôle de ces assignations par huissier, de cette signification par huissier. Si la voie administrative était imposée, elle monopoliserait les services de police et les services de gendarmerie pour délivrer des décisions de justice, ce qui ne paraît pas nécessairement opportun dans ce cadre-là. Je pense que nous pouvons arriver à un résultat de même nature et aussi efficace en travaillant donc avec la Chambre nationale des huissiers et avec les huissiers de justice. Il me semble également que si les forces de l'ordre, voie administrative, n'arrivent pas à notifier la décision au défendeur, ils ne disposent pas de la possibilité d'établir un procès-verbal d'absence comme peut le faire l'huissier de justice. Et donc l'effet, l'impact n'est pas le même. Ceci est important. Enfin, dernier point que je voulais ajouter, nous travaillons également sur la prise en charge par le biais de l'aide juridictionnelle, de ces frais qui pourraient découler du recours à l'huissier de justice. Et c'est donc l'ensemble d'un processus que nous mettons concrètement en œuvre, et c'est donc la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à votre proposition. Merci. Madame Cohen, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Nous partageons tout à fait l'argumentaire de notre collègue Madame de La Gontrie sur le sujet. Il est indéniable que les nouvelles règles de fonctionnement fixées par le décret du 27 mai 2020 en ce qui concerne l'obtention d'une ordonnance de protection représentent un danger pour les victimes de violences conjugales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Madame la garde des Sceaux, nous proposions également, avec notre amendement numéro 84, jugé irrecevable en vertu de l'article 41, que l'ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public, qu'il soit ou non à l'initiative de la requête. Alors on est tout à fait conscient de la difficulté de légiférer en la matière. Il s'agissait tout de même de proposer la rectification de la notification d'ordonnance de protection en visant un article du Code pénal et non un article du Code de procédure civile, lequel est exclusivement réglementaire. Monsieur le Président de la Commission des lois, c'est vous que j'interpelle, si vous m'entendez. Je m'étonne de l'irrecevabilité dont a été frappé notre amendement, alors que le fond du sujet visait exactement les mêmes modifications que l'amendement dont nous discutons à présent. L'administration nous a fait savoir qu'une proposition de réécriture avait été proposée à nos collègues socialistes. Nous nous en réjouissons.
Mais nous n'avons pas bénéficié de la même faveur, car notre amendement reprenait des alinéas du décret. J'entends le sujet, mais hélas, cela n'est pas la première fois que l'application des irrecevabilités ne joue pas en notre faveur. Et il faudra bien, à un moment donné, mes chers collègues, refaire le point sur cette pratique pour qu'elle s'applique dans les mêmes termes, quel que soit le groupe à l'initiative des propositions d'amendement. Quoi qu'il en soit, nous soutiendrons l'amendement de nos collègues socialistes, parce que Madame la garde des Sceaux, mais malheureusement elle est partie, les arguments qui ont été avancés par ses soins ne nous ont pas convaincus. Parce que, en même temps, si j'ai bien compris l'accompagnement qu'elle faisait au niveau de l'aide juridictionnelle par rapport aux victimes, je trouve que compte tenu de ce que vivent les victimes, ça reporte encore un poids sur elles, puisque ce sont elles qui doivent faire les démarches administratives. Donc c'est pourquoi nous soutenons l'amendement de nos collègues. Et Monsieur le Président de la Commission des lois, vraiment, j'attends avec impatience votre réponse. Merci, chers collègues, qui va vous être donné par le Président Bas. Vous avez la parole, Président. Oui, je vous remercie, chers collègues. C'est tout simple, en réalité. Confronter les deux amendements, quel que soit leur mérite respectif sur le fond, celui que vous aviez présenté, en réalité, reprenait les termes mêmes d'un décret. C'est assez difficile de ne pas considérer qu'il intervenait dans le champ réglementaire de ce fait. Tandis que l'autre amendement, au lieu de traiter des modalités d'application de la loi qui relèvent du décret, se prononçait sur des principes. C'est la raison pour laquelle la Commission a estimé que votre amendement n'était pas recevable, mais c'est une question qui a trait au partage des compétences entre le gouvernement et le législateur. Ce n'est pas une appréciation sur les mérites de votre amendement. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 60 rectifié bis avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Au nom de la Commission des lois. Merci Madame la Présidente. Alors, c'est un amendement très important que je vais vous présenter maintenant. On a déjà commencé à débattre du sujet. Que ce soit sur un ordinateur ou sur leur smartphone, les mineurs peuvent de nos jours très facilement visionner des contenus pornographiques disponibles gratuitement en ligne. Ils savent le faire très bien. Ils tapent le nom d'un signe et ils ont 8 vignettes avec des propositions d'accès tout de suite aux films porno. En violation de la loi, de nombreux sites Internet ont renoncé à mettre en place un véritable contrôle de l'âge des personnes qui visionnent ces images. Il suffit d'un clic par lequel le mineur certifie avoir plus de 18 ans. Il met juste « j'ai plus de 18 ans » pour que des milliers de vidéos pornographiques lui soient accessibles. Quelquefois même, on ne propose pas « avez-vous plus de 18 ans ?» Quelquefois même, ce n'est pas proposé. Pourtant, il existe des solutions d'identification de l'âge, par exemple en passant par France Connect ou en utilisant une carte de paiement. Beaucoup de mineurs visionnent ces images dès leur entrée au collège, aux intercours, ce qui conduit à s'interroger sur l'impact que la consommation d'images pornographiques pourrait avoir à moyen terme sur leur développement affectif, psychologique et sexuel. Un autre chiffre, on sait que 50% des moins de 12 ans ont déjà visionné un film pornographique dans sa totalité et que les premières images porno, elles arrivent même pour des enfants de 7 à 8 ans, quand ils regardent un autre film, tout d'un coup, on leur bombarde des images pornographiques. À 7-8 ans, ils ne vont pas forcément s'identifier. Donc, à la limite, c'est moins grave qu'à 12-13 ans, bien que ce soit très grave quand même. Donc, en principe, l'article 227-24 du Code pénal permet de sanctionner les sites qui diffusent des images pornographiques susceptibles d'être vues par un mineur. La loi existe. La peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Mais en pratique, cet article n'est pas appliqué dans l'univers numérique. La justice, elle ne parvient pas à atteindre les éditeurs de ces sites qui sont souvent basés dans des paradis fiscaux très loin et ils ne coopèrent pas avec la France. Est-ce une raison? Est-ce une raison? La pornographie, c'est un univers particulier. La pornographie pour les mineurs, c'est un univers encore plus particulier. Les jeunes filles s'identifient aussi. Avant, c'était plutôt les jeunes garçons. Maintenant, les jeunes filles aussi s'identifient. On sait que pendant la période de confinement,
il y a eu des demandes de films pornographiques qui ont explosé et encore plus de films pornographiques violents. Comment je vous expliquerai ça simplement? Autrefois, vous aviez les films pornographiques, et vous aviez les films pornographiques violents. C'était une catégorie pour des gens qui étaient sadomasochistes. Alors maintenant on dit BDSM, enfin je ne suis pas familière, excusez-moi, avec ça, mais c'était leur droit le plus strict d'être attirés par des sites pornographiques violents. On ne partage pas, on essaye de comprendre. Sauf que maintenant, avant c'était codifié violent. Maintenant, le violent est venu dans la pornographie, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais de base. Ça devient normal qu'une femme se fasse stranguler, serrer, écarteler, et que sais-je, etc. Mais oui, c'est tragique. Et les petites filles qui vont voir ça, les jeunes filles qui vont voir ça, elles vont vouloir faire pareil et se dire finalement c'est normal que le jeune homme soit violent avec moi. Ben non, c'est pas normal du tout, surtout quand on est en construction, comme cela a été expliqué tout à l'heure. Donc cet amendement que je vous propose, avec vraiment, j'ai envie de dire passion et enthousiasme, il propose d'instituer une nouvelle procédure destinée à obliger les éditeurs de ces sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients. D'abord, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel leur adresserait une injonction de se mettre en conformité avec la loi. La loi existe. Puis, il pourrait saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il ordonne aux opérateurs de rendre impossible l'accès à ces sites qui ne pourraient donc plus être consultés depuis la France. On vous propose enfin une action, même si on sait que ce n'est pas aussi facile que ça, mais au moins c'est le début du commencement de quelque chose. Ce dispositif, il s'inspire de celui qui est mis en place pour lutter contre les cercles de jeux en ligne illégaux, qui reposent sur le contrôle exercé par l'autorité de régulation des jeux en ligne, Argel. Ça marche pour les jeux en ligne. Pourquoi ça ne marcherait pas sur les sites porno? L'adoption de cet amendement permettrait de mettre en œuvre l'engagement que le président de la République avait pris le 20 novembre 2019. Lors d'un discours prononcé à l'UNESCO, le président de la République avait donné 6 mois aux acteurs de l'Internet pour mettre en place un contrôle parental par défaut, sans quoi il serait nécessaire de légiférer. On y est. Les 6 mois, ils sont passés. C'est fait, les 6 mois. On a là une accroche dans la loi pour répondre à l'exigence du président de la République. C'est quand même bien. Cette question devrait être traitée dans le cadre de l'examen du projet de loi de réforme de l'audiovisuel, mais qui est remis au calendrier grec. On sait très bien que ça ne va pas avoir lieu dans les mois qui arrivent. Donc cet avenir, il est incertain. Ça va être au mieux être en 2021. Donc ça incite à aborder à l'occasion de cette proposition de loi ces dispositions qui vont véritablement protéger les mineurs. Vous allez me dire, les sites, ils sont à l'étranger, on va en fermer un, il va s'en ouvrir 2 dans la foulée. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Vous savez, c'est la fable du petit colibri. Il a un tout petit bec, il a une goutte d'eau pour éteindre l'incendie dans la jungle, mais il fait sa part, il porte sa part. Nous avons la responsabilité de faire quelque chose. On ne peut pas accepter de dire on ne peut rien faire. Quand j'ai été élue maire en 2001, je suis allée à la maison des ados. On m'a dit, Madame le maire, il y a un souci. Il y a des ordinateurs, regardez nos jeunes, où ils vont, comment on va faire. 2001, c'était il y a 19 ans. Là, j'ai expliqué aux jeunes à l'époque qui avaient 13 ans qu'il ne fallait pas qu'ils aillent là-dessus. 13 et 19, 32. Ils ont 32 ans maintenant, ces jeunes-là. Et ils ont le même problème avec leurs enfants. On n'a rien fait. L'univers numérique de nos enfants nous dépasse. On ne peut pas accepter d'être dépassé. On a la possibilité d'avoir une accroche ici. Je crois vraiment qu'il faut qu'on la saisisse tous ensemble pour protéger nos enfants. Merci, Madame la rapporteure. Alors, Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Écoutez, le gouvernement va essayer d'être aussi passionné et pénétré que Madame la rapporteure. Vous le savez. Bon, écoutez, je laisse à vos propres interprétations. Vous avez raison, Madame Rossignol. Je vais vous répondre, Madame la rapporteure. Vous avez raison. La seule disposition de l'article 11 ne suffit pas à lutter contre ce fléau qu'est l'accès des mineurs à la pornographie, mais c'est un ensemble de mesures que nous mettons en place pour que chacun des leviers, en ciblant parfois les hébergeurs, parfois les fournisseurs d'accès, parfois les éditeurs de contenu, les plateformes, les réseaux sociaux,
pour qu'à chaque niveau, nous essayions de restreindre, d'interdire l'accès des mineurs à la pornographie. Et Madame la rapporteure, vous avez raison de citer le président de la République et le discours qu'il a effectué devant l'UNESCO à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, à l'occasion de la présentation du plan de lutte contre les violences, car la question de l'exposition des mineurs à la pornographie est un sujet qui préoccupe très fortement le président de la République. Alors, premier outil, vous l'avez évoqué, et je l'ai évoqué tout à l'heure, ce protocole d'engagement qui a été signé en présence de Cédric O, secrétaire d'État au numérique, avec l'ensemble des acteurs. C'est la première fois que nous mettons autour de la table l'ensemble des acteurs. Les associations, évidemment, les fournisseurs d'accès, les grandes plateformes, mais aussi les constructeurs de téléphones. Bref, l'ensemble de la chaîne de valeur, car nous pensons que c'est de la responsabilité de chacun de pouvoir restreindre cet accès des mineurs à la pornographie. Effectivement, vous l'avez rappelé, en janvier dernier, ils se sont engagés sous 6 mois. La crise était passée par là, pour être très honnête, les travaux ont continué, nous avons pris un peu de retard et nous nous sommes donné rendez-vous au début de l'été. Sous 6 mois pour être en mesure de nous proposer un dispositif, nous leur avons laissé la liberté des moyens, nous avons fixé un objectif, restreindre très fortement l'accès des mineurs à la pornographie. Donnez-nous, proposez-nous les moyens d'y arriver, avec effectivement le contrôle parental par défaut, qui nous semblait être, mais ça reste ouvert, un moyen d'action efficace pour restreindre cet accès. Si je peux me permettre, Madame la rapporteure, l'adoption de cet amendement ne mettra pas un terme et ne mettra pas à bas cet engagement de la part de l'ensemble des acteurs. Cet engagement reste nécessaire et nous continuons à suivre leurs travaux qui sont menés sous l'égide du CSA et de l'ARCEP. Deuxième dispositif, brièvement, l'article 1 de la loi Avia, que vous avez adopté et qui a intégré la question de l'exposition à la pornographie des mineurs comme un des champs de compétences de cette loi. Troisième élément, cet article 11 que vous vous apprêtez à voter, qui donc réintroduit dans le droit dur une jurisprudence de la Cour de cassation, vous l'avez évoqué, qui dit que les simples disclaimers ne suffisent pas comme garantie à ce que les mineurs puissent accéder à un site. Et puis l'ajout de Madame la rapporteure qui confie au CSA la possibilité effectivement de saisir le juge. Étant entendu que le projet de loi audiovisuel, dont vous aurez l'occasion peut-être de débattre, peut-être sous une forme un peu différente, je ne sais pas, je ne veux pas préjuger de l'avenir de ce qui était prévu initialement, mais prévoyez, vous le savez, la fusion du CSA et de l'ARCEP avec la création d'une nouvelle instance, l'ARCOM, dont nous avions prévu et nous prévoyons toujours que la question de la lutte contre la pornographie, de l'accès à la pornographie pour les mineurs, fasse partie des champs de compétences. Voilà, donc c'est un ensemble de dispositifs auxquels l'amendement de la rapporteure apporte sa pierre, fort utile, qui, je l'espère, Madame Rossignol, permettra de restreindre très fortement l'accès des mineurs à la pornographie, donc raison pour laquelle l'avis sera favorable. Merci, Monsieur le Ministre. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement qui a été présenté par Madame le rapporteur, avec un avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 92 rectifié est adopté. Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre sur l'antenne de Public Sénat. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet publicsénat.fr. On revient notamment sur cette actualité dans l'article de Simon Barbarie. Vous voyez, porno, le Sénat veut bloquer l'accessibilité des sites aux mineurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.